Bonsoir à tous. Comment transformer les environnements de travail pour qu'ils favorisent la motivation, l'innovation, pour qu'ils soient autocorrectifs, qu'ils soient ajustés à des gens qui ont expérimenté l'autonomie pendant le Covid-19, pour qu'ils préservent des burn-out, le tout sachant que vous n'avez pas le temps de vous en occuper parce que vous avez autre chose à faire et que ça s'impose à vous. J'ai 30 minutes pour vous présenter la gouvernance cellulaire. Alors, qui sommes-nous? Olivier. Alors moi, j'ai une double vie et il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet chez Capgemini. À côté de ça, j'avais une passion pour les activités de montagne qui m'a conduit de Paris à Grenoble. Et aujourd'hui, à partager mon temps entre des expéditions en environnement particulièrement incertain et extrême, et accélérer la transformation des organisations pour faire des lieux qui soient à la fois efficients, qui soient humanistes et qui s'adaptent en temps réel à l'environnement changeant à travers la gouvernance cellulaire, entre autres choses. Et Jean-Luc Christin, je suis motivé par l'entente au travail depuis des années. J'ai monté une structure qui accompagne dans cette direction-là il y a plus de 10 ans. J'ai été RH dans un grand groupe, ingénieur en production. J'ai été champion du monde en canoë. Et ce qui me tire en avant, c'est l'efficacité humaniste. C'est comment est-ce qu'on fait pour être à la fois efficace et prendre soin de nous entre humains. Olivier. Ah oui, en fait, j'attendais le slide vient d'arriver. Et en fait, un des liens entre le monde des expéditions et celui de l'entreprise et celui de la gestion de projet en particulier, c'est que l'environnement hier, il était rarement simple et en général compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il est souvent compliqué, enfin parfois compliqué plutôt, et souvent complexe. Et donc, de ce point de vue-là, il a fusionné, et on l'a encore vu avec la crise de Covid, il a fusionné avec celui des expéditions. Et pour avoir expérimenté sur le terrain comment la gouvernance cellulaire a amené des vraies réponses à la fois opérationnelles et aux enjeux humains, ça me semble particulièrement adapté de partager ça dans le monde de l'entreprise et en particulier sur de la gestion de projet. Et puis, comme j'étais 12 ans chef de projet chez Capgemini, j'ai aussi une petite vision de ce que ça peut vouloir dire dans l'entreprise. Et donc, dans les questions-réponses, je me ferai un plaisir de faire des ponts et des liens là où c'est nécessaire. Alors avec Jean-Luc, on ne comprend pas toujours, c'est pas très grave, hein. C'est pas le but. Il y a beaucoup d'innovations dans ce que je vais vous présenter, beaucoup de nouveaux concepts. Ils sont très simples, mais ils sont nombreux. Donc ça pourrait vous mobiliser à 100% dans le cerveau, et ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez une impression globale, et puis que vous repériez un petit truc, une pépite que vous pourriez essayer rapidement dans votre collectif. Si vous arrivez à récupérer une pépite, c'est gagné, à double sens, hein. D'abord, c'est gagné pour vous, vous avez vu la conf et vous repartez avec un cookie, ça c'est chouette. Et en plus, vous avez compris comment fonctionne la démarche gouvernance cellulaire. On part d'une pépite, on l'essaye et après on voit si on a besoin d'aller plus loin ou pas. On va à la rencontre de Madame Hop. Alors, qui est Madame Hop? C'est la manager, la chef de projet absolument idéale, parfaite, connue dans le monde entier. Son parcours pro, c'est qu'elle a vécu dans toutes sortes d'entreprises, de cultures, d'environnements, de pays, de continents. Elle a vécu des modèles pyramidaux, des modèles de gouvernance partagée avant d'arriver. Et elle est reconnue comme une personne absolument exceptionnelle, capable de tout résoudre. Pourquoi est-ce qu'on l'a embauchée? Parce que l'entreprise fait face à des grands défis au niveau de l'organisation et au niveau des personnes. Donc l'entreprise a besoin de quelque chose d'absolument efficient au niveau opérationnel, c'est-à-dire une capacité à résorber des écarts, des problèmes, des tensions de façon fluide et en temps réel, faire que tout le monde soit aligné et nourri par une vraie raison d'être partagée, et faire que humainement l'entreprise soit bénéfique en parallèle, c'est-à-dire apte à gérer le relationnel, l'émotionnel, à préserver la santé des gens, à entretenir le lien humain et le sentiment d'appartenance dans des équipes qui sont pourtant éclatées dans le monde entier et à distance. Le tout, évidemment, dans un environnement complexe, instable, hyper concurrentiel. Bref, on a bien besoin d'elle. Alors, on va aller s'intéresser un petit peu à la façon dont elle traite les choses sans se noyer, parce que c'est vraiment sa caractéristique. Elle est reconnue comme quelqu'un qui traite tout sans se noyer, et on va voir comment elle se meut avec fluidité dans un système vivant. Donc, pour elle, le monde de l'entreprise, ça doit être un monde ultra performant d'un point de vue opérationnel, ultra humain, plein de sens. Donc déjà, on se dit, waouh, elle ne fait pas beaucoup de concessions, mais elle va plus loin. C'est que dans son monde, ça doit être ultra adaptable. C'est-à-dire que toute l'organisation doit être capable de s'adapter en temps réel, de manière fluide, naturelle, à tous les changements et à tous les imprévus. Quand on dit naturel, ça veut dire sans le pousser, juste parce que c'est construit comme ça fonctionne tout seul.
Alors, quelle est sa première action quand elle arrive dans une structure? C'est d'écouter. Donc, elle déjeune avec les gens, elle participe, elle prend des cafés. Et du coup, évidemment, comme elle est connue comme celle qui résout tout, elle reçoit énormément d'attentes, énormément de plaintes, énormément de motivation, d'envie. Et il se trouve qu'elle a une technique ultra simple de questionnement sur laquelle nous reviendrons. Et elle range les choses très méthodiquement dans sa tête. C'est un peu organisé comme ça. Elle commence par écouter comment c'est structuré dans cette entreprise. Alors, elle commence par ça pour une raison toute simple, hein. C'est que c'est comme ça que les gens commencent à parler d'eux. Ils disent, bah voilà, moi j'ai tel rôle, je fais ça dans l'entreprise. Et donc, elle écoute. Et dans sa manière d'écouter, elle essaye de voir si c'est efficace, si ça marche. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'exigence? Est-ce que quand une décision a été prise et qu'elle n'est pas appliquée, il se passe quelque chose? Est-ce que quand quelqu'un ne tient pas son rôle, il se passe quelque chose ou pas? Dans sa représentation de l'entreprise, c'est normal que des décisions ne soient pas appliquées. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne se passe rien. Alors, elle ne fait pas que ça, parce qu'elle sait bien qu'il ne suffit pas de structurer les choses hyper bien pour que les choses fonctionnent. Elle regarde, sinon avec une bonne greffe du zèle, on peut démontrer que vraiment ça ne marche pas. Elle regarde aussi quelle est la capacité d'initiative. Est-ce que dans cette entreprise, les gens sont capables de prendre des décisions ou est-ce qu'ils sont bloqués par leur peur et surtout, ils appliquent les procédures de manière mécanique pour qu'on ne puisse rien leur reprocher? Donc, à quel point est-ce qu'ils sont pilotés par leur peur et ils sont bloqués? À quel point ils sont pilotés par la sérénité et qu'ils sont dans de l'autonomie? Alors, quand on a regardé ça dans une entreprise, on a déjà vu beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, elle va sentir autre chose, elle va sentir l'atmosphère. Donc, l'atmosphère de l'équipe, en fait, en pratique, c'est la première chose qu'elle sent. Elle sent si c'est enthousiasmant et joyeux ou si c'est pesant et lourd et si c'est étouffant. Elle appelle ça l'égrégore. Alors, l'égrégore, c'est un joli mot qui veut dire l'agrégation, le cumul de toutes les énergies des personnes qui sont unies dans un but commun. Et en fait, elle considère que c'est nourri par plusieurs choses. C'est nourri par la relation. Donc, dans la relation, on va avoir, est-ce qu'on se dit les choses ou est-ce qu'on est dans des non-dits et qu'on garde des non-dits? Et puis, on va avoir la convivialité. Est-ce que ça rigole? Est-ce que ça plaisante? Est-ce que de temps en temps, ça va boire un coup ou absolument jamais et que c'est toujours dans un environnement hyper sérieux? Elle va regarder aussi les choses au niveau du sens pour essayer de percevoir si les gens, dans ceux qui sont en train de réaliser dans l'équipe, dans le projet, dans l'entreprise, ça leur permet de réaliser leurs valeurs profondes à eux, chacun individuellement. Est-ce qu'ils sentent ça ou est-ce que au niveau du sens, il y a quelque chose qui n'est pas très clair? Est-ce qu'ils ont confiance dans ce que on est en train de faire ou pas? Et elle sent l'énergie, elle sent l'ouverture qui est à ce niveau-là. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir une pépite avec cet outil de diagnostic de l'efficacité humaniste et de vous dire, bah, tiens, nous, dans notre équipe, à quel endroit est-ce qu'on aurait le plus à gagner? C'est vraiment la façon de se servir de cette mécanique. Alors, ces constats, quand elle écoute les gens, c'est qu'elle récupère 1000 problèmes à la fois, des problèmes opérationnels, des problèmes, des cadavres relationnels, des pertes de sens. Et puis, en sourdine, ce qui est passé comme message, c'est mais comment on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Et pour elle, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'entendre cette avalanche de difficultés parce qu'elle a des routines de questionnement qui sont simples et qui la guident. Sa façon de considérer l'entreprise, c'est que les gens ont un métier, ils travaillent. Donc, ils font leur job et naturellement, à un moment donné, il y a un truc qui apparaît qu'elle appelle des tensions. Donc, une tension, c'est soit une motivation, j'ai envie de quelque chose, c'est une tension vers quelque chose, soit un caillou dans la chaussure, je ne peux pas avancer, il me manque quelque chose. Et dans ce cas-là, quand elle discute avec quelqu'un qui a cette problématique-là, elle lui demande de quoi tu aurais besoin exactement par rapport à ce dont tu es en train de me parler, qui manque là. Donc la personne va expliquer, grosse maille, de quoi il a besoin et elle va lui dire, OK, ça s'adresse à quel rôle dans l'entreprise? La personne répond, OK, est-ce que tu lui as demandé? Et donc, ça, elle l'anime de manière mécanique en posant la question quand les gens sont réunis. C'est-à-dire que quand les gens sont réunis, je reviendrai tout à l'heure sur ce processus, mais quand les gens sont réunis, ben, elle anime ce processus, elle se tourne vers la personne en question. Est-ce que c'est ton rôle? Bah oui, c'est mon rôle, effectivement. D'accord, bon, ben, si c'est ton rôle, qu'est-ce que tu proposes de faire? Eh ben, je vais mettre ça en place. Là, elle se retourne vers le premier. Est-ce que tu as ce dont tu avais besoin s'il met ça en place? Bah ouais, moi c'est bon, c'est ça qu'il me fallait. Bon, bah d'accord. Et voilà, c'est terminé. Et du coup, elle est reconnue capable de traiter efficacement à grande vitesse un afflux de demandes colossal, des écarts, des problèmes, alors qu'en fait, elle ne fait rien. Elle-même, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle stimule la compétence, elle stimule la créativité des gens. Alors avec ça, elle ne règle pas tout.
Parce que des fois, ce qu'elle entend, c'est ah ben non, c'est pas mon rôle. Non, non, c'est pas à moi de le faire, ça. Ah bon, d'accord. Il y a des gens dans le groupe qui disent bah si, c'est à toi. Bah non, non, pas du tout. Ok. Alors, elle pose la question toute simple, hein. Qui est en charge de cela? Et là, ça a l'air pas clair, donc il y a un problème d'organisation. Et ben, quand il y a un problème d'organisation, elle a une autre réunion ou un autre moment qui est un moment d'optimisation de l'organisation. Elle se tourne vers la personne qui a un besoin et lui demande très égoïstement qu'est-ce que tu aurais besoin qu'on crée comme rôle? Et la personne le dit. Et là, elle a une petite routine d'intelligence collective qui permet d'utiliser les avis de tout le monde, qui permet d'éviter de faire quelque chose qui serait dangereux et qui permet à la sortie d'avoir un rôle qui est créé dans l'entreprise. Donc, je reviendrai sur la notion de rôle tout à l'heure. Le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'elle est capable de faire, elle est reconnue comme capable de faire les ajustements nécessaires d'organisation à toute vitesse avec l'équipe, puis de retourner à l'action. Et c'est toujours la même idée. En fait, en pratique, elle ne le fait pas elle-même. Simplement, elle a une routine qui lui permet de stimuler la compétence et la créativité des gens. Alors, avec ça, elle a beaucoup de choses déjà, hein. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Des fois, elle a une autre question qui est, enfin, une autre problématique qui est, bah moi, avec lui, c'est mort, hein. Jamais plus il pourra venir me voir et me demander quoi que ce soit. Alors, bien sûr, s'il vient me voir, je vais lui dire oui, oui, oui. Mais en pratique, je ne le fais plus vu ce qu'il m'a fait. C'est terminé. Elle en sent aussi, on n'a aucune ambiance dans l'équipe, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il nous manque quelque chose. Dans ce cas-là, elle lance une réunion relationnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la réunion relationnelle, c'est une réunion où, de la même manière, elle va amener la personne à demander ce dont elle aurait besoin dans la relation. Elle se base sur la communication non violente, donc de la CNV, et ça lui permet d'avancer. Le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'elle est reconnue comme capable de créer et de nourrir des environnements relationnels et émotionnels qui sont sains et qui sont soutenants. Des environnements qui permettent de s'épanouir pleinement dans l'univers professionnel. Toujours le même constat, en pratique, elle ne fait rien elle-même, elle stimule la compétence, la créativité des gens, elle s'appuie dessus, elle leur fait confiance, elle a sa routine de questionnement. Et il lui reste un dernier truc qu'elle n'a pas résolu avec tout ça. Pourtant, avec ça, elle en a déjà résolu pas mal. Mais des fois, on lui dit, ben moi, finalement, je me demande bien ce que notre métier est en train de devenir. Je me demande si j'ai envie de faire ça. Ça serait quand même normal qu'on se préoccupe de tel sujet. Pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. Dans ce cas-là, elle a une réunion qui est une réunion d'alignement sur le sens, où les gens peuvent venir questionner un problème éthique, peuvent venir dire ce dont ils auraient besoin pour avancer et pouvoir faire une demande de bah, nous, voilà, on aurait besoin que la raison d'être soit un petit peu révisée de telle manière, ou on aurait besoin, d'un point de vue éthique, de pouvoir faire tel truc en plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Ils ont un système de réponse, donc ça lui permet d'avancer là-dessus. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'elle est reconnue capable de créer des alliances profondes avec les gens sur ce qui les motive réellement et sur sa capacité à leur faire utiliser leur motivation au service du projet d'entreprise, tout en leur faisant utiliser leur fonction au service de leur motivation intrinsèque. Donc là, elle a réussi un truc assez extraordinaire. Et j'ai toujours la même observation. Elle ne fait rien elle-même. Elle s'appuie sur la compétence et la créativité des gens et elle la stimule. Alors, on va entrer un peu dans sa technique vis-à-vis des responsabilités. Pour Hop, chacun a plusieurs rôles. C'est-à-dire, par exemple, un chef de projet, en pratique, il va être product owner, mais il a aussi un rôle de staffing, il a aussi un rôle de communication, il a aussi un rôle de reporting, il a aussi un rôle de bureau des pleurs, il a aussi un rôle de SAV, et cela, ça lui simplifie énormément la vie. Donc, par exemple, là, c'est Jean-Luc et Olivier qui présentent. Olivier est pro en conférence, Jean-Luc pro sur la gouvernance cellulaire. Eh ben, moi, Olivier m'a fait des retours hyper cash lors des premières présentations. Il ne s'est pas préoccupé de ma susceptibilité. Il avait son rôle de mentor et il m'a dit, écoute, là, on entend un expert. Ça a l'air hyper intéressant, mais je suis complètement noyé, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on revoie tout ça. Et moi, j'ai le rôle conférencier. C'est moi qui fais les dernières modifs sur les slides sans me demander si ça va à Olivier. Et donc, quand à un moment donné, il y en a un de nous deux qui s'est senti noyé par la quantité de modifications qu'a fait l'autre, quand l'autre a été déstabilisé par un retour, eh ben, on a ouvert un temps pour parler de notre vécu et pour voir de quoi est-ce qu'on avait besoin. Donc, on s'appuie sur nos rôles et ça permet d'aller très, très vite et de créer un environnement où on traite un maximum de types de tensions, mais sans tout mélanger. On traite les tensions une par une et chacune avec un process ajusté. On a un mode d'interaction qui est basé sur la responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a un circuit des demandes permanent. J'ai un souci, eh ben, je vais me responsabiliser sur le fait que c'est à moi de transformer ce souci en une demande concrète que je peux adresser à quelqu'un. Ça, c'est difficile à faire, hein. En pratique, c'est hyper dur. De quoi tu as besoin? Le premier réflexe, c'est bah, que ça marche, hein. J'en ai marre que les autres n'assurent pas dans leur travail.
Donc, c'est pour ça qu'on a des processus avec des routines de questionnement. C'est pour aider les gens à le faire et pour s'aider nous-mêmes à le faire. Il y a des processus de décision qui sont clairs et qui sont formalisés. On se parle soit de rôle à rôle, comme je viens de vous l'expliquer avec l'exemple entre Olivier et moi, soit de personne à personne. Là, tu as fait quelque chose qui m'a agacé et j'aurais besoin que ça ne se reproduise pas. On va en discuter. Et dans ce cas-là, on a la routine communication non violente où on a l'alignement sur le sens. Donc, je vais rentrer concrètement dans un exemple de processus qui est le premier que je vous ai présenté, le moment d'opération ou la réunion d'opération. Et donc, je vous montre à quoi ça ressemble, la gouvernance cellulaire. C'est quelque chose qui guide comme ça. Si on a envie de rentrer dans la réunion d'opération, ben, on a ce petit slide et puis il y a un explicatif derrière. Et on suit simplement. OK, quelle est ta tension? De quoi est-ce que tu as besoin? Tu parles depuis quel rôle? Et tu t'adresses à quel rôle? Donc ça, c'est important, ça professionnalise complètement les choses. Ensuite, quel est le petit pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu demandes concrètement et à qui ça s'adresse? À quel rôle ça s'adresse? Ensuite, on se tourne vers le rôle concerné, on lui demande, est-ce que c'est dans ton rôle? Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mets en place comme plan d'action? Et on arrive au point 6, on se retourne vers le demandeur, moyennant cette action, est-ce que ta tension est levée? Donc avec ça, on a réussi à atteindre le but qui est marqué au centre de cette petite bulle, c'est-à-dire arriver à se faire des demandes pour s'engager mutuellement dans des actions de réduction des tensions. Les bénéfices, c'est quoi? C'est qu'on rentre totalement dans une culture de responsabilité. Le process nous amène à nous responsabiliser sur nos besoins en allant jusqu'à des demandes concrètes, en entendant les réponses et en tenant compte, c'est-à-dire qu'une demande, ça ne veut pas dire que la réponse est oui. Donc des fois, la réponse, c'est non. On se sent solidaire, on se sent utile et on fait avancer les sujets en débloquant encore et toujours. Alors, les équipes s'habituent plus facilement à cette routine si elles nomment un rôle facilitation qui suit le processus. Ça, c'est notre conseil en passant. Et on s'interroge sur quels sont les résultats produits par toutes ces routines et tous ces processus. Là, j'ai fait un zoom sur un processus, mais je vous en ai parlé de 4. Les résultats constatés, c'est qu'on a une efficacité opérationnelle. On passe moins de temps en réunion et elles sont beaucoup plus productives une fois qu'on a pris le pli. L'humain est réellement pris en compte complètement, on l'a vu. On sait pour quelles raisons on fait les choses. Donc, il y a un sentiment d'utilité qui est et on voit son impact de ce qu'on fait. Vis-à-vis des changements, on a tous les moyens de voir plus vite les choses, de comprendre plus vite et de s'adapter plus vite parce qu'on n'attend pas que les décideurs aient compris ce qu'on avait déjà compris sur le terrain. Et l'organisation s'ajuste en temps réel. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'avec l'habitude, les équipes utilisent naturellement les process lors de la réunion. Alors, on va aller regarder comment ça se passe. Je vais rebondir sur une chose, Jean-Luc, c'est que pour moi, une des choses essentielles, c'est que du coup, avec les 2 premières réunions d'opération et d'optimisation, d'organisation, on est capable d'avoir de l'action qui est et du processus qui est complètement protégé des influences humaines. Et donc, du coup, on n'est plus perturbé par les égos, les peurs fantasmées, toutes ces choses-là. Et avec la réunion de régulation, on est capable de traiter l'humain de personne à personne à 100% en étant totalement protégé du processus et des objectifs à court terme. Et du coup, on a une meilleure efficience sur l'un et sur l'autre, et les 2 sujets sont vraiment traités et vraiment traités à fond, ce qui est pas mal différent de beaucoup d'organisations où on a plein de réunions, mais finalement on mélange un peu tout. On ne va pas au fond des choses et l'opérationnel mange souvent le relationnel. Là, on peut vraiment avoir les 2 et vraiment bien traiter. OK, donc on continue. Le projet grossit maintenant. Le projet grossit et progressivement, les activités prennent de l'ampleur et plusieurs personnes viennent contribuer à ce rôle de project manager dont on a parlé tout à l'heure. Du coup, on crée des cellules spécifiques, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un project manager qui assure le design, le développement et la production, le déploiement. Et petit à petit, il va créer des cellules spécifiques et les attribuer. Ensuite, il crée des rôles interface de ces cellules avec la grosse cellule Project Management. Donc, il y a un rôle lead qui est le pilote du design, du développement et production, du déploiement. Et puis, il y a un rôle représentation qui vient signaler dans la cellule Project Management quel est l'état de santé de l'équipe, est-ce que les gens se sentent bien et est-ce qu'ils arrivent à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. On a aussi clarifié le lien avec la cellule souche, c'est-à-dire avec l'entreprise, en lui clarifiant exactement de quoi est-ce que vous avez besoin et comment est-ce que vous souhaitez qu'on fonctionne. Donc, avec tout ça, on a une entreprise vivante en gouvernance cellulaire qui pratique l'art de tout traiter sans tout mélanger et où l'exigence coopère avec l'empathie. C'est ce qu'on appelle l'efficacité humaniste. C'est vraiment quelque chose qui compte pour nous.
Donc, adieu lourdeur, grande réorganisation tous les 18 mois ou tous les 12 mois ou tous les 6 mois et bonjour à la fois à l'enthousiasme et à la pleine adaptation par chacun. Alors, pour autant, dans l'entreprise dans laquelle nous sommes, nous ne fonctionnons pas comme l'entreprise précédente de Hobbes. Ce n'est en aucun cas un copier-coller. Elle utilise un curseur managérial qui lui permet de s'adapter parce que chaque entreprise a sa culture, chaque manager a sa culture. Et donc, ce curseur permet de décider à quel point est-ce qu'on va garder de la verticalité d'un système pyramidal et à quel point on va partir vers de la responsabilisation et un système plus horizontal. Et ça, l'équipe peut vraiment le détailler. L'avantage, c'est que chaque manager peut clarifier ce qu'il est prêt à déléguer à l'équipe. L'équipe peut choisir ce qu'elle est prête à assumer et comment elle va s'y prendre. Donc, on a une culture d'équipe qui est adaptée au niveau de maîtrise des gens, à ce qu'ils sentent, à ce qu'ils sentent bien, à ce qu'ils se sentent capables de faire et à ce qui les motive. Donc, ce n'est plus l'entreprise qui décide ce qui est bon pour tous, mais ce sont les personnes qui essayent et qui ajustent le calage qui leur va bien. Donc, au final, on a une gouvernance cellulaire que vous pouvez télécharger sur le site cellulargovernance.org qui ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez un tableau de bord dans lequel vous naviguez en cliquant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez à un endroit, eh ben, ça vous emmène sur cet endroit et il y a un petit bouton de navigation ici qui vous permet de remonter au tableau de bord et qui vous permet de vous orienter. On a des choses en perspective. Donc, la gouvernance cellulaire, c'est une démarche qui est écrite et qui est en open source. Open source, donc vous le savez sûrement, mais je précise juste, c'est d'une part l'accès est libre, et d'autre part, le fait open source, ça veut dire que tout le monde peut participer à l'améliorer. Et aujourd'hui, on a une équipe de 12 personnes qui coordonnent les infos qui arrivent de partout pour l'améliorer, créer les nouvelles versions qui soient toujours adaptées à l'entreprise d'aujourd'hui.